À toutes et tous. Donc merci de votre présence pour cette conférence co-organisée par la région et l'Institut européen des jardins et paysages. Et pour la première fois, nous avons la chance donc d'accueillir cette manifestation à Rouen, à l'hôtel de région. Puisque sinon l'Institut organise régulièrement des conférences, mais plutôt soit aux archives départementales de Caen, soit à son siège au château de Bénouville. Donc on est très content que ce cycle aussi donne lieu à une date à Rouen. Et pour cette première, nous accueillons Samuel Craquelin, qui est paysagiste, installé depuis longtemps en fait dans le pays de Caux en particulier. Et il a développé des projets, alors ça va être l'objet de sa conférence de ce soir, présenter des aménagements en centre-ville ou dans des espaces ruraux, que ce soit des jardins urbains, des promenades, ou également des jardins thématiques. Ça va être donc une variété importante d'interventions qui s'échelonnent, disons, depuis la fin des années 80 jusqu'à des dates plus récentes. Donc on peut dire que Samuel Craquelin, je dirais, façonne le paysage de notre quotidien, et alors sans le citer textuellement, mais je pense que son objectif aussi, c'est le bien-être de tout à chacun, savoir aussi contempler ce qui nous entoure, révéler les richesses de la nature afin d'accroître le bonheur de chacun. Voilà, donc je crois que c'est un très beau programme, et Samuel Craquelin va nous donc proposer une promenade à travers ces réalisations. Je vous remercie de l'accueillir chaleureusement. Bonne conférence. Merci. Bien, bonsoir mesdames, messieurs. Alors je suis très heureux de retrouver l'Institut des parcs et jardins installé à Caen, pour lequel j'ai eu l'occasion déjà dans le cadre des conférences de présenter un certain nombre de sujets il y a quelques années. Et l'idée de venir à Rouen est une belle idée. Avec la réunification de la Normandie, ça paraît tout à fait naturel de pouvoir, si je peux dire, remplir un peu la Normandie sur tous ces sujets du paysage, des jardins, de l'urbanisme, et j'en passe. La conférence de ce soir est intitulée « Les bienfaits du végétal dans nos villes et nos villages, la mise en valeur de la ville par le végétal ». Alors, le végétal est un sujet qui est de plus en plus abordé de nos jours pour plein de raisons. On les connaît tous, la question bien sûr du bien-être que Bénédicte a rappelé, mais aussi toutes ces questions de climat qui font que la réponse par le végétal dans l'espace public ou dans l'espace privé ou dans les grands paysages est certainement une des valeurs que nous possédons encore et que l'on peut utiliser de façon accrue à travers tous ces territoires qui sont variés. Alors, je suis installé effectivement depuis 38 ans en Normandie, et plus particulièrement à Lillebonne, et j'ai eu l'occasion de travailler, alors j'essaie de travailler plutôt sur la Normandie parce que j'aime bien suivre mes travaux. Au-delà de la Normandie, ça fait un peu loin pour suivre les travaux, et j'essaie de me cantonner, si je peux dire, aux limites de la province normande. Au-delà, il m'arrive d'avoir des missions plus ponctuelles à l'extérieur du territoire normand. Alors, on va effectivement faire une promenade et je commenterai en fait l'ensemble des sujets que je vais aborder, qui sont extrêmement variés, qui évoquent à la fois la façon d'aborder les projets dans la ville, dans la campagne, et le but étant de s'appuyer sur des expériences. L'idée ce soir, c'est de vous montrer quelques projets réalisés et qui ont tourné pour la plupart autour du végétal,
dans des dimensions toutes petites et des dimensions beaucoup plus vastes, de projets qui s'étendent de Bayeux, Le Havre, Notre-Dame de Gravenchon, Fécamp, Rouen, Cherbourg et autres. Et on a là une espèce d'alchimie, si vous voulez, de la manière dont un paysagiste peut répondre aux questions qui lui sont posées par les maîtres d'ouvrage. Je vais commencer ma promenade par Bayeux. La ville de Bayeux est une magnifique ville ancienne, préservée des bombardements et magnifiquement entretenue, restaurée. Ça a été aussi le premier plan de sauvegarde que le ministre Malraux avait institué sur le plan du patrimoine, donc il y a environ 60 et quelques années. Et on voit bien que ce plan de sauvegarde a été pour le patrimoine une véritable réussite, et on en voit de fait la réussite à travers les rues de cette ville et tout ce que l'on peut découvrir dans Bayeux. Bayeux est une ville traversée par une rivière qui s'appelle l'Or, et il y a quelques 15-20 ans, la ville a lancé un concours sur la requalification des abords enfin les rives de l'Or, et tout en passant par tout l'intérieur de la ville, du nord au sud. C'est ainsi que j'ai dû créer une promenade d'environ 5 km qui traverse du sud vers le nord la ville de Bayeux. Ça a été un travail de fourmi. Il a fallu acheter des terrains, démolir des friches, relier les rives entre elles par des passerelles, par toute une série d'équipements, d'aménagements, mais en tenant compte d'un élément important qu'est le végétal, dans toutes ses dimensions, à la fois esthétiques, à la fois sensibles au regard de l'environnement, et je pense à la tenue des eaux pluviales dans cette ville, où nous avons sculpté les sols de façon à gérer les eaux et puis profiter de cette gestion pour mettre en valeur la plante. Voilà la ville de Bayeux avec son contour qui s'étend sur des petits villages attenants. Et vous voyez ici le tracé de la rivière qui passe en fait du sud vers le nord, et cette rivière va jusqu'à la mer. Voilà le périmètre en fait d'intervention avec des espaces plus ou moins importants. Donc on y rencontre des parkings, on y rencontre des places, on y rencontre des jardins, des cheminements piétons, des passerelles, etc. Tout ça pour redonner vie à la rivière qui était un peu confidentielle auparavant et que le maire, associé au CAUE du Calvados, a souhaité mettre l'accent sur la réouverture en fait pour la vue de l'Or. Alors ma manière de travailler est souvent celle-ci. J'aime bien dessiner avant de faire un projet en plan. J'aime bien travailler en dessin spontané sur les lieux pour me faire une première idée et ensuite travailler en plan pour justement composer de manière plus technique et plus pratique l'ensemble du projet. Donc là, vous voyez des extraits de petits croquis que j'ai faits à l'époque pour répondre au programme. Alors on va commencer par la promenade par la partie la plus humide au sud de cette grande promenade de l'Or. Le sud de Bayeux est un espace naturel sensible dans lequel nous avons travaillé pour permettre aux gens de découvrir cet espace naturel sensible. On a donc travaillé de façon très sobre. C'est un des éléments qui me tiennent à cœur, la manière de répondre au projet, la simplicité des lignes, que les lignes soient claires, qu'elles soient franches, qu'elles soient tout simplement simples, en composant bien sûr toujours avec le végétal. Dans cet endroit, je dirais que je n'ai pas eu tellement de mérite puisque le végétal était installé. Nous avons simplement retravaillé un petit peu
en creusant certains endroits pour revitaliser certains espaces. Et nous avons planté quelques arbres. En revanche, nous avons installé une promenade sur pilotis pour permettre aux gens de circuler sur l'ensemble de cet espace naturel sensible. Voilà tout le jeu de promenade un petit peu en hauteur, à environ 70-80 cm du sol, où le platelage bois bordé de petites cheminements, de petites poutres chasse-roues, permettent aux gens de circuler dans une sorte de dédale, permettant aussi de voir les choses de manière différente selon qu'on se place à droite, à gauche, au centre, sachant qu'à Bayeux, la grande caractéristique de Bayeux, c'est cette cathédrale qui en fait émerge de la plaine de Caen et qui sort comme ça et qui signale Bayeux. Et plus on s'en rapproche, plus on a cette chance aussi, par le fait que Bayeux reste une ville verte, de découvrir cette cathédrale depuis cet espace naturel sensible. C'était d'ailleurs la première image que j'ai montrée ici, vous voyez, donc la cathédrale et ce grand espace naturel qui a été recomposé. Et pour ça, on travaille bien sûr avec le département, puisque là c'était une opération départementale. Le principe étant de sauvegarder, d'enrichir et d'installer aussi, en renseignant les lieux, toute une série de panneaux qui indiquent le nom des plantes et la nécessité de garder ces espaces sensibles. Un point très important dans l'approche des projets, la gestion. On a souvent tendance à concevoir des espaces sans tenir compte toujours de la gestion. Et ça, c'est un vrai problème. Je dis toujours que quand on fait un jardin, tout commence lorsqu'on l'a achevé. C'est-à-dire que le commencement de la vie du jardin se fait après la conception. Et il va falloir entretenir les espaces, non seulement les espaces dits vivants, verts, mais aussi les espaces urbains minéralisés. C'est une vraie question qu'on doit toujours mettre en avant dès le départ. Ici, on a imaginé une gestion différenciée des espaces avec la mise en place de tout simplement de fauchage dans les parties les plus importantes. Et l'été, donc, vous avez ce genre de paysage. L'intérêt aussi, c'est de rappeler aux gens que la nature, la campagne, les usages, les pratiques agricoles d'autrefois nous donnaient à voir des paysages très vivants, où la lumière est captée, avec les saisons, selon les heures de la journée. Et là, vous avez un exemple avec les joncs de l'espace naturel. Et puis, tout d'un coup, l'espace de prairie prend une tournure de foin, de fenaison, comme on appelle cette période, où on laisse faner l'herbe pour ensuite la récupérer pour les animaux l'hiver. Et vous voyez cette cathédrale de Bayeux qui baigne dans la nature, tout simplement. Petits édicules, bien sûr, qui accompagnent cette promenade avec un observatoire d'oiseaux. Voilà l'intérêt des petites fenêtres, c'est de pouvoir découvrir des espaces naturels sans déranger les animaux. Et nous entrons dans la ville de façon plus minérale. On est en approche, donc ici nous nous trouvons entre l'espace naturel et le cœur même de la ville. La réponse est toute végétale, là aussi, mais un petit peu plus sophistiquée. On utilise des plantes vivaces qui apportent des camailleux de couleurs en fonction des époques et qui permettent d'accueillir tous les touristes, sachant que Bayeux est une ville extrêmement touristique et qui accueille je ne sais combien de touristes à l'année, qui passent en grande partie par cet espace que vous voyez là, pour aller vers la tapisserie et pour aller vers le musée, pour aller vers la ville préservée. Petit détail, le minéral est souvent problématique. Quel type de matériaux, quelle aussi durabilité dans les matériaux, quel entretien dans les matériaux. À cet endroit-là, nous avions utilisé un sable stabilisé avec des caniveaux pour collecter les eaux pluviales
qui vont vers des noues ou vers la rivière. Et ces caniveaux sont en pavé, tout simplement. Le principe étant de dire que, en fait, le caniveau ne devient plus seulement technique, mais il devient décor par la courbe tout simplement suggérée ici. Et le monde végétal est tout simple. Vous voyez ici des graminées, des crambes, etc., etc. Tout doucement, nous nous dirigeons vers l'intérieur de la ville avec son patrimoine qu'on commence à découvrir. Et puis la rivière que nous avons ouvert à la vue dans toute la promenade sur les 5 km et qu'il fallait aussi accompagner de promontoires, de passerelles, etc. Et nous avons dessiné un garde-corps spécial Bayeux ou spécial Bordelore avec ce mouvement de l'eau et ce mouvement plutôt végétal, tout simplement pour identifier l'or dans la ville par une petite suggestion, mais qui identifie les bords de rivière par ce garde-corps. L'ancien palais de justice qui était transformé aujourd'hui en hôtel. Alors on a accompagné le privé qui avait investi dans cette belle bâtisse pour faire une terrasse verte et quelques terrasses minérales. Autre élément d'accompagnement, un très vieux, enfin un beau platane, pas si vieux, mais beau platane, que nous avons conservé. Et on essaye, bien sûr, dans la mesure du possible, de conserver le tissu végétal en place, puisqu'il est présent, c'est ce que j'appelle le déjà là. Et ce fameux déjà là, il faut essayer de faire en sorte qu'il puisse répondre en grande partie aussi à notre aménagement, aux usages qu'on veut donner au lieu. Donc la promenade se poursuit comme ça, au bord de l'Or, avec de temps en temps quelques ponts qui existaient et que nous accompagnons là par un mouvement tout simplement de béton blanc qui se lie au pavé que nous avons installé ça et là. Autre petit espace qui était une friche donc la mairie a acquis cet espace pour en faire un jardin très simple qui a été réalisé pour évoquer la mémoire d'une jeune bayeusienne qui a été tuée lors d'un attentat à Marrakech. Et cet espace donc porte son nom avec un autre petit espace à l'arrière-plan, mais toujours dans une idée de simplicité. Vous voyez qu'un mur compte beaucoup, c'est-à-dire que le patrimoine en place fait partie prenante, bien sûr, de nos réponses. On n'a pas d'autre choix que de travailler avec, d'une part, mais surtout de le mettre en valeur. Donc, un mur, une bordure, si elle est belle, un arbre, constitue aussi le socle d'une réponse à apporter. Alors, la grande carte postale, puisque la promenade passe par ici, le petit moulin, et vous avez là la cathédrale et l'ancien marché couvert. Nous poursuivons la promenade avec un béton désactivé de gravier, de rivière tout simplement, parce que certains espaces nécessitaient une stabilité des sols, soit parce qu'il y avait trop de ravinement, soit parce qu'ils étaient sensibles aux mauvaises herbes. Donc, petit clin d'œil sur ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Il y a toujours un débat sur le nom. Est-ce que ce sont des adventices, des mauvaises herbes ou tout simplement des plantes? La question, c'est de savoir comment on peut gérer. Et du coup, les sables stabilisés, lorsqu'ils sont très pratiqués, les plantes n'ont pas le temps de pousser. Donc, le sable reste pérenne toute l'année. Et là, nous avons, tout près d'une école, utilisé ce béton désactivé avec des lentilles vertes, où nous utilisons toujours la vivace pour donner aussi un peu de couleur à l'espace urbain. Vous remarquerez que je n'utilise aucune plante annuelle ou bisannuelle, tout simplement parce que je pense que ce sont des plantes qui coûtent très cher en investissement et en fonctionnement. Et puis, effectivement, on peut utiliser des plantes annuelles et bisannuelles au bord ou tout près d'une mairie, enfin de lieux singuliers comme une mairie, une église, un monument aux morts, pourquoi pas, mais il est plutôt agréable de les mélanger à des vivaces pour rappeler ou se rapprocher un petit peu plus des compositions naturelles.
une autre passerelle qu'on a réalisée à cet endroit, toujours pour passer d'une rive à l'autre et rejoindre des espaces comme celui-ci, qui est une réponse particulière aux écoulements d'eau. Vous voyez apparaître ici un mouvement, qui est un mouvement gazonné, dans lequel j'ai implanté des symphytomes au fond, enfin de la consoude, tout simplement pour que lorsque l'Or déborde, elle puisse emprunter un chemin qui soit un chemin guidé par ces mouvements-là, plutôt que d'utiliser des grosses canalisations qui coûtent très cher et qui n'apportent aucune plus-value au paysage. On enterre des réseaux, alors que le fait de faire des noues comme ce que vous voyez là, celle que vous voyez là, vous obtenez un paysage. En fait, c'est peu de choses, mais c'est énorme dans la ville, puisque ce paysage vit aussi avec les saisons, et nous avons aussi composé avec les anciens arbres. Pardon. Comment se gère la partie enherbée Ici, elle est tondue. Elle est tondue tous les 15 jours, 3 semaines. Ça me permet de rebondir sur la manière de penser l'entretien des pelouses. La gestion différenciée des espaces, et j'y reviendrai tout à l'heure dans un chapitre un peu plus important que celui-là, consiste à faire en sorte que nous, en fait, au bord d'une allée, vous tondez 2 mètres et vous laissez progressivement pousser jusqu'à 6 ou 7 degrés d'entretien différents pour aller jusqu'aux arbres et parfois jusqu'au pâturage. Donc vous avez toute une série de strates plutôt en hauteur de végétation qui se répandent de façon à ce qu'on minimise l'entretien qui coûte très cher. Dans les espaces urbains qui sont très fréquentés ici à Bayeux, on est vraiment dans le centre urbain, il y a beaucoup de monde, et avec l'expérience, je me suis aperçu que de laisser de l'herbe, sauf dans les espaces naturels que vous avez vus tout à l'heure, mais de laisser de l'herbe libre, elle est sujette aux crottes de chien, malheureusement, et elle est sujette à un peu de vandalisme, et ça passe assez mal. En revanche, lorsque vous tondez comme ce que vous avez là sous les yeux, eh bien, le piéton, les enfants, les adultes respectent beaucoup plus les lieux. Dans beaucoup d'endroits, j'ai vu ça et c'est vraiment révélateur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire de gestion différenciée, c'est pas ce que je veux dire, c'est qu'il faut trouver le bon dosage au bon endroit. Voilà. Alors, on continue la promenade vers le nord. Je vais accélérer parce que je risque d'être trop long. Petite réponse avec des saules nains qui isolent en fait un parking, tout simplement. La question de la voiture, c'est un vrai sujet pour nous. J'en ris parce que j'ai beaucoup de sujets en ce moment sur la voiture. La voiture doit être partout, c'est une catastrophe. Depuis 40 ans, on vit avec le tout voiture et malgré l'envie et je dirais toutes les incitations qui sont faites pour qu'on évite, enfin pour qu'on repousse un peu la voiture, il ne s'agit pas de la repousser complètement à l'extérieur, mais au moins de l'éloigner un peu pour permettre d'organiser des espaces de qualité pour les piétons, et puis de valoriser les espaces aussi. C'est un vrai sujet. Donc il faut permettre l'emplacement des voitures, donc des parkings, mais aussi l'insertion des parkings paysagères. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver des systèmes qui insèrent la voiture. Donc là, c'est une petite poche de stationnement parce qu'il y a un départ de promenade ici, vers la mer. Et donc j'ai proposé de faire un petit sentier tout simple, qui est d'ailleurs la promenade des bords de l'Or, qui se poursuit vers la mer. Et on approche donc de la sortie nord de Bayeux, où là, on est un petit peu en vis-à-vis, si je peux dire, avec l'espace naturel sensible. Les quartiers sont des quartiers pavillonnaires des années 60, 70, se sont réalisés à l'arrière-plan ici, et vous avez des espaces de marais qui évidemment n'ont pas pu être lotis et laissés à l'abandon. À cet endroit-là,
il existait une station d'épuration que nous avons démolie, qui était arrivée à terme de sa vie, et on l'a démolie pour en faire un espace naturel recomposé, où la nature a repris ses droits de manière très simple. C'est aussi un des grands avantages de notre métier, et là aussi je peux dire qu'on n'a pas de mérite, c'est que la banque de graines que comporte la terre est fabuleuse, et avec l'eau, tout revit, et c'est formidable. Donc se réinstalle toute une série de plantes qui avaient quitté les lieux pour laisser la place au béton. Donc on a enlevé le béton. J'ai eu beaucoup de mal à faire retirer les fondations parce qu'aujourd'hui on coupe les fondations au ras des murs, si vous voulez, et on les laisse en dessous, et on cache tout ça avec de la terre. Là, je me suis un peu battu, j'ai eu du mal, mais j'y suis parvenu. Ils ont donc extirpé toutes les fondations pour arriver à reconstituer un espace naturel. Donc avec une passerelle, parce que au printemps, ces marais blanchissent, c'est-à-dire que l'eau monte assez haut, l'or déborde, et on appelle ça le blanchiment des marais. Et donc, avec ces pilotis, on permet le passage des gens. Autre image, mais c'est l'été. Donc voilà un décor différent, avec tout simplement des plantes spontanées. Alors parfois, on peut avoir des mauvaises surprises avec des plantes invasives. Donc c'est des sujets qui se traitent, c'est pas toujours facile, mais ça arrive. La petite anecdote, ça représente un peu un théâtre de verdure qui en fait est un bassin d'orage. Alors le lotisseur qui a construit au-dessus ici, alors qu'il a vu nos plans pour dessiner ce que vous voyez là, avait tout simplement fait un grand trou avec des bâches en plastique. Et donc je suivais les travaux des bords de l'Or. J'ai découvert cette belle surprise et j'ai dû demander au lotisseur d'enlever son bassin et de refaire en fait ce qui était prévu à l'origine, dans le dessin d'origine, c'est-à-dire un bassin qui est ici, mais qui arrive avec des systèmes de noues, des systèmes de gabions. L'eau traverse et repart tranquillement avec une partie basse qui sert un peu de scène lorsque la ville de Bayeux fait un feu d'artifice, par exemple, dans ce secteur. Et puis là, c'est pour vous dire que vous pouvez poursuivre la promenade, je vous invite à la faire d'ailleurs, vers la mer, puisque la ville a continué à acquérir des terrains avec les communes environnantes, et dans une ferme voisine a développé tout un système un peu de commerce, de glace à la ferme, de logements, de gîtes, etc. Donc notre rôle aussi à nous est de faire en sorte que nous pensions aussi à l'attractivité des territoires et à l'animation pour faire en sorte que ces territoires vivent ou revivent par le paysage. Donc on a un double rôle, un rôle d'accompagnateur, si je peux dire, ou de créateur de paysages, mais aussi de dynamisation des territoires par en fait chaque connexion qui peut se faire à travers ces territoires. Nous allons nous diriger à Rives-en-Seine, nouvelle commune. C'est Caudebec-en-Caux, autrefois, qui s'est transformée en une commune nouvelle avec deux autres communes, Saint-Vendry, Rançon et Villequier. Et Rives-en-Seine donc, a souhaité, il y a un certain temps maintenant, j'ai commencé ma première esquisse en 2002, le maire m'avait demandé, c'était le programme de la consultation, de raisonner sur le territoire de la ville et un peu plus largement la petite vallée affluente de la Rançon et la petite vallée affluente de la Fontenelle. Donc on a travaillé sur les quais de Seine et les marais, et je vais vous promener rapidement dans tout cet espace. Un petit schéma d'intention que je ne vais pas commenter, simplement pour vous dire que la question du schéma d'intention, avant qu'on dessine, est un élément très important. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir maîtriser, si je peux dire, la compréhension de l'ensemble du paysage qui part de cette vallée avec une zone humide, et puis vers Villequier, et puis vers Saint-Vendry, et le centre de Caudebec et ses quais de Seine tout le long. Depuis un certain temps, les pouvoirs publics ont organisé une grande promenade, si je peux dire, de bord à quai, avec une piste cyclable qui
se réalise tout au long de la Seine avec des segments bien précis. Caudebec a la chance d'avoir 2 segments réalisés jusqu'à Norville d'un côté et de l'autre côté, c'est bientôt la connexion avec Duclair. Donc les choses se font sur le long terme, mais c'est formidable de voir que, quand même, en comparaison des pays d'Europe du Nord, bien sûr, qui sont beaucoup plus avancés que nous et beaucoup plus dynamiques, nous étions très à la traîne, mais nous rattrapons quand même progressivement les retards. Voilà un schéma. Voilà les lieux où nous sommes intervenus, donc la promenade le long de la rivière ainsi que la zone humide et les quais de Seine et les liaisons vers Villequier et Saint-Vendry. Je vais passer sur le plan de composition pour aller... Alors, voilà, alors ça vous montre un petit peu, au-delà du dessin à la main, comment nous travaillons. Donc nous faisons des coupes, nous faisons des perspectives, nous faisons des plans techniques, etc., pour bien expliquer lors des réunions publiques, tant aux riverains qu'à tous les gens qui sont là dans les réunions publiques, comment le projet va se faire. Et alors, voilà, des trottoirs élargis, des stationnements, ici, l'espace complètement réservé aux piétons, avec une bande cyclable et piétonne ici, des jardins et une promenade de bord à quai sans aucune voiture. Donc, un parti pris, nous avons enlevé, en fait, vous aviez des grands parkings ici, et on a donc enlevé tous les parkings, les voitures, pour créer tout un espace réservé aux piétons en bord de Seine, avec des perpendiculaires qui relient en fait l'extrémité de chaque rue donnant à voir sur la Seine, ici, là, là et là, avec l'ancienne cale du bac, et puis donner un titre à tous ces petits espaces. Donc vous avez une aire de jeu, vous avez le jardin du Cèdre, vous avez une jardin-terrasse pour à la belle saison qui servent aux commerçants, enfin aux restaurants. Ici, vous avez le jardin du Mascaret, puisque le Mascaret venait souvent taper, si je peux dire, sur cet angle qui revient ici, et qui créait cette grande vague qui débordait sur les quais de Seine. Alors là, c'était une demande du maire, qui est toujours M. Corriton, le maire actuel, qui m'avait dit « je veux un golf miniature ». Et donc, dessiner un golf miniature. Au départ, je n'étais pas très chaud parce qu'il y en avait un autrefois, mais qui était qui n'attirait pas grand monde. Alors là, on a tout simplement travaillé sur le dessin de la Seine partant de l'embouchure. Vous voyez un petit trait bleu ici. Alors peut-être que vous allez le retrouver. Voilà, l'embouchure de la Seine avec tout son tracé jusqu'à Rouen. Et on en a profité pour mettre des petits espaces. À chaque trou, vous avez un édicule représentant un pont, un deuxième pont, le Mascaret, le ceci, le cela, jusqu'au bout, jusqu'au pont, le pont Flaubert de Rouen. Voilà. Alors, cette image montre bien aussi le grand paysage. La question de l'observation, pour nous, en tant que paysagistes, est évidemment essentielle, et même primordiale. Nous devons raisonner sur un espace, mais nous devons aussi tenir compte de ce qui se passe à l'arrière-plan. La chance qu'on a ici à Caudebec, c'est que vous avez ici Villequier, avec un grand méandre là, et puis l'autre rive, et aucune pollution visuelle. Les coteaux n'ont pas été esquintés. La reconstruction, le patrimoine de la reconstruction est comme il est, mais il se tient, il est très, très bien. Et entre deux, eh bien, nous avons, entre la Seine et cet espace de circulation qu'il a fallu évidemment conserver, une voie départementale avec des stationnements latéraux, on a organisé cette espèce de promenade un peu piétonne et cyclable, mais plutôt le vélo pris à la main parce que c'est un peu compliqué de traverser alors qu'il y a beaucoup de piétons. Et là, vous voyez 2 petits kiosques. Le premier, c'est pour le golf miniature et l'autre pour des toilettes. Le premier jardin, vous retrouvez un peu une écriture de vivace, mais aussi de moutonnement de buis, évoquant comme ça des espèces de formes un peu bizarres, un peu molles, qui apportent aussi une structure assez forte l'hiver au bord de ces jardins. Les vivaces, l'hiver, c'est assez réduit.
Beaucoup de monde vient se promener à Côte-Bec le week-end et il y a souvent des fêtes aussi sur ce quai de Seine. C'est un endroit très utilisé maintenant pour la fête des plantes, pour la fête du cidre, pour un tas de fêtes, la fête de la musique, etc. Et donc tout le monde s'est approprié ce lieu qui, en fait, est un lieu de promenade, de bien-être, tout simplement. Là, une percée visuelle vert, mais ces percées sont assez généreuses pour donner à voir justement sur l'autre rive et sur le fleuve. La seule fenêtre de vision sur l'église que nous avons, c'est celle-ci. Toutes les autres ne sont pas possibles parce que l'architecte qui a dessiné Côte-Bec, redessiné Côte-Bec, reconstruit, a tout simplement fait une grande barre à l'arrière-plan de ces bâtiments qui en fait coupe la vision de l'église depuis la Seine et depuis l'intérieur de la ville. Il n'y a qu'un endroit où le maire de l'époque avait demandé une ouverture à l'architecte, et c'est seulement cet endroit qui donne à voir sur l'église. Et l'église magnifique, exceptionnelle de dentelle de pierre. Un ouvrage bien sûr emblématique dans le paysage, le pont de Bretonne, et puis la Seine apaisante. Nous avons utilisé un calcaire dur au sol pour reprendre un peu l'écologie, si pas l'écologie, mais en tout cas les couleurs des falaises de la Seine, donc le blanc. Ce trait noir montre l'endroit où le Mascaret passait, avec une pierre de Buxy. Et bien sûr, les haltes fluviales se sont greffées. Alors, il y avait une halte fluviale lorsque nous avons commencé, et maintenant nous avons 3 haltes fluviales qui font Paris-Honfleur et qui sont très très fréquentées l'été. Enfin, les quais de Seine vivent abondamment, si je peux dire. C'est aussi ça, pouvoir accueillir. Le maire accueille en fait la Seine chez lui et accueille les gens qui pratiquent la Seine, et les quais permettent cet accueil. Ensuite, les gens sont repris par des autocars et vont dans la campagne visiter le patrimoine local. Un petit détail de dessin de garde-corps ici. J'aime bien retrouver des dessins qui donnent un sens au lieu. Donc là, c'est un peu plus simple, et c'est la plante qui est en face de vous qui évoque en fait tout simplement le dessin du garde-corps qui est beaucoup plus simplifié qu'à Bayeux, mais qui vit assez bien. Beaucoup de balcons locaux chez les gens possèdent ce garde-corps maintenant. Donc les gens sont venus mesurer et font faire des garde-corps comme ça chez eux. Réponse végétale toute simple, donc des iris et des graminées. Une autre terrasse très ouverte, très peu d'arbres. Alors vous voyez qu'il y a peu d'arbres. Alors cette photo date un peu. On a quand même planté quelques arbres, mais en parcimonie, pour toujours voir la Seine et pour faire en sorte que, aussi, parce que les commerçants, les hôtels ainsi que les restaurants m'avaient demandé de ne pas trop boucher la vue, et donc, parce qu'ils sont un peu en surélévation, donc on tombe directement dans la couronne des arbres lorsque l'on regarde la Seine, d'où l'idée de faire en sorte que les plantes soient un peu disséminées. Voilà. Alors voilà le petit golfe miniature. Donc vous voyez là les grandes vagues, le pont de Bretonne, le pont de Normandie qui est tout à fait qui est au fond, etc. Mais mine de rien, c'est une recette de 45 000 € à l'année. Donc le maire est content, voilà. Autre espace intéressant, les abords de la mairie. Donc là, nous avons réutilisé la pierre ancienne qui était tout près, en réinterprétant un peu le système d'allée pour pouvoir accéder de manière douce vers la terrasse haute. Et puis, un élément important qui est venu, c'est toujours je crois que quand on recompose les paysages, il y a un effet vertueux qui vient très vite. Et la nature a horreur du vide aussi. À cet endroit, nous avions un hangar avec le musée de la Seine normande,
et la communauté de communes, à l'époque, qui en dirigeait, enfin qui avait, comment dire ça, dans ses compétences, le patrimoine et aussi les musées, a décidé de raser l'ancien musée et d'en faire un nouveau. Donc vous avez là le nouveau musée de Seyne, au bord du chemin de halage, avec la Gribane, qui est un bateau très ancien, datant d'environ 2 siècles, qui a été remonté ici et qui est d'ailleurs classé au titre de l'inventaire des monuments historiques comme objet intéressant. Voilà une autre vue, et le marais au fond de la vallée, tout simplement. On a revitalisé cet espace-là, un petit peu à la manière de l'espace naturel sensible que vous avez vu. Pour l'entretien, je vous parlais de pâturage. On utilise des bovins, on utilise des chevaux, on utilise des bœufs d'Écosse qui sont des bœufs résistants à l'humidité, notamment dans les espaces humides. On a ça dans le parc de Bretonne au niveau de la Grand-Mare, pas loin de la Grand-Mare. Et là, on a utilisé tout simplement des chevaux de Camargue en travaillant avec le parc naturel régional des Boucles de la Seine normande, qui nous accompagne aussi, bien sûr, dans toutes ces réflexions. Le marais est complètement naturel, avec un tapis d'iris au printemps, des iris des marais, tout simplement. Et puis voilà, un petit passage pour les animaux. Aussi, quelques accélérateurs pour créer des zones de frais, on appelle ça des frayères, à l'arrière de ces bois qui sont posés dans le lit de la rivière. Et alors, événement important à Saint-Vendry, nous avons, quand je dis nous, je parle au nom des communes, des bassins versants, etc., remis dans la rivière, la Fontenelle, dans son lit fossile. La rivière avait été dévoyée pour créer un moulin, donc elle avait été dévoyée et surélevée, en fait, à flanc de coteau, de quelques 2 ou 3 mètres, pour créer tout simplement une roue qui entraîne un système pour faire un moulin. Et à cet endroit-là, il n'y avait plus de moulin, il n'y avait plus tellement de qualité autour de la rivière. Il a été décidé de remettre la rivière dans son lit fossile sur environ 2,5 km. Là, vous voyez le tracé de la rivière ancienne. Puis, le grand événement, le jour où on a tout simplement... Alors, la rivière partait sur le côté gauche et, en fait, elle longeait ce coteau que vous voyez sur la gauche et elle allait jusqu'à Côte-Bec comme ça. Et on l'a tout simplement remise dans son lit fossile avec tout un système d'aménagement. Alors, la presse, la radio, la télé, parce que c'était un très grand événement, tout le monde était là, c'était assez formidable. Voilà. Et tout doucement, les gens suivaient l'eau qui en fait empruntait le nouveau chemin ou son ancien chemin avec des nattes qui sont posées de part et d'autre, comportant des plantations, tout simplement, en godets ou repiquées pour reconstituer une berge naturelle. Alors la berge naturelle, ça donne ça, très vite. Encore une fois, la nature a repris ses droits très vite. Le cresson s'est installé à un endroit et ça vous donne un paysage nouveau, formidable. Moi, je n'ai rien fait, si ce n'est que de dessiner le tracé de la rivière. Alors bien sûr, il y a des détails techniques, il y a des appels d'offres, il y a tout ça, mais un paysagiste ne peut pas faire ça. Enfin, c'est quasi impossible. Seule la création est capable. Et du coup, voilà. Et ici, vous avez la promenade. Donc on en a profité pour remettre, en fait, au bord de cette rivière, avec les moines de l'abbaye, nous avons eu la chance d'avoir des interlocuteurs sympathiques qui nous ont permis d'accéder sur leur terrain et d'installer une grande promenade qui relie, en fait, la sortie de Côte-Bec à l'abbaye, une promenade piétonne, et qui nous mène comme ça jusqu'à l'abbaye. Et ça, c'était un tracé que j'avais dessiné dans le schéma que vous avez vu tout à l'heure à l'origine de la réflexion. Et comme nous sommes dans un espace naturel, nous utilisons un tout-venant, ce qu'on appelle le tout-venant de Seyne, donc c'est du gravier avec des granulométries assez variées, et
On a là donc un sentier très rustique qui fait son affaire. Les gens sont ravis. Le dimanche, les gens se promenaient, enfin même en semaine, les gens se promènent beaucoup ici. Les gens courent avec des bancs très simples. J'ai tout simplement pris un rectangle ou un épipède rectangle de chêne que j'ai fait découper au carré, en rectangle. Et nous pâturons, les pâturages se font des deux côtés, avec des moutons, avec des chevaux, avec des bovins. Et on arrive tout doucement, en ayant aussi pris le temps de regarder ce qui se passe autour. Vous avez cette petite église qui est l'église de Rançon, qui est une petite église magnifique. Et la promenade a permis aussi de révéler le patrimoine local, parce que l'angle de perspective est beau et facile à voir. Bien sûr, le monument qu'on connaît bien, avec ce pont dans la brume, et la promenade qui se poursuit jusqu'au bout, avec cette liaison qui se fait vers le village de Saint-Vendry et vers l'abbaye. Surprise en finale, l'arrivée des cygnes et des petits cygnes lorsque nous avions terminé notre projet. Et puis là, vous avez tout simplement ce que nous avions planté au bord de la rivière. Fécamp. Alors, Fécamp, c'est un projet qui n'a rien à voir avec ce que vous venez de voir dans les exposés précédents. La ville de Fécamp a lancé une consultation pour réhabiliter un quartier très sensible de 4500 habitants qui s'appelle le quartier du Ramponneau, qui est un quartier, oui, sensible, assez difficile, avec un taux de chômage très élevé, des générations que je qualifie un petit peu de hors-sol, malheureusement, et il fallait se débrouiller pour sortir un projet qui soit capable de transformer l'espace public tout en apportant quelque chose qui intéresse les gens et qui les rend, heureux dans leur espace. La mer, la ville, l'ensemble de ce quartier qui se situe là, donc le périmètre d'intervention, en gros, est celui-là. Je dois avoir une pastille qui doit nous le montrer, voilà. C'est tout ce secteur-là. Donc nous avons opté pour la démolition de 4 grands immeubles et une tour pour laisser beaucoup plus de respiration dans le quartier. Et nous avons organisé un relogement des personnes dans un autre quartier avec des maisons plutôt rez-de-jardin. Alors je vais aller assez vite sur l'état des lieux, c'était ça, voilà. Donc un abandon total de l'espace, compliqué, le commerce au centre du quartier, des terrasses abandonnées. Je montre cette photo sciemment parce que c'est des crottes de chiens partout, c'est des aires de jeu qui n'existent plus et des espaces de poubelles, voilà. Donc le périmètre d'intervention est figuré par 2 grands espaces, un espace ou des espaces publics en vert et des espaces non, c'est l'opposé d'ailleurs, en rouge, pardon, les espaces publics et les espaces résidentialisés en vert. Comment aborder la question de réhabilitation d'un quartier comme celui-là? Nous avons proposé aux maîtres d'ouvrage de travailler avec un groupe de réflexion composé d'élus, des habitants, des gardiens d'immeubles, des commerçants, des professions libérales, des professeurs des écoles, les enfants du quartier, les services publics, gestionnaires des espaces libres, la maison de quartier et la paroisse. Ensuite, ce groupe de réflexion s'est déplacé à Paris, donc j'ai proposé d'aller faire un tour dans 2 ou 3 parcs urbains à Paris, donc pour montrer en fait aux gens qu'est-ce qu'un espace public organisé, aménagé de façon à ce que la question de la plante soit là, avec les plantes nourricières, les plantes ornementales, etc. etc. Ce qui a été une révélation parce que ce groupe m'a suivi jusqu'à la fin, ça a duré près de 8 ans pour faire ce projet. Et du coup, on a pu entretenir des relations tout au long de cette réalisation. Le recrutement d'un chef jardinier expérimenté dès le départ,
pour faire en sorte que, encore une fois, lorsqu'on livre un espace, on ne se retrouve pas dans le vide avec personne pour entretenir. Ici, donc, le maire avait accepté d'embaucher un chef jardinier qui nous a aussi suivis dans toute la démarche d'études et de suivi des travaux. Mise en place d'une gestion urbaine de proximité. Quand il y a 4500 habitants, ce n'est pas toujours facile. Donc il faut pouvoir travailler avec des médiateurs, parce que quand on fait un chantier dans ces lieux-là, c'est aussi très compliqué, sachant que, je dois le dire, c'est que les bâtiments faisaient aussi l'objet d'une restauration. Troisième étape, un diagnostic en marchant. C'est une expression que j'utilise assez souvent pour expliquer que, avec ce groupe, c'est bien de rencontrer le terrain et d'aborder les questions d'environnement, d'espace, d'entretien, de poubelles, de circulation, etc., etc. En fait, ce groupe nous a nourris pour arriver à créer un plan d'ensemble qui traite à la fois des circulations, bien sûr, qui accompagnent l'ensemble du quartier, qui travaille sur les abords du centre commercial, du cœur du quartier au niveau d'un parc que nous avons proposé de créer, d'un jardin pédagogique, etc., etc. Jardin ludique, pédagogique. La vue plus rapprochée d'un dessin assez tranché du point de vue de la lecture, puisque vous avez des couleurs très vives, pour bien expliquer aux gens quels seront les sols ici pour une aire de jeu, là, quelles seront les lamelles de pelouse, quels seront les jeux d'eau, comment sera le jardin pédagogique, etc., etc. Présentation publique, les gens très attentifs, c'est tout un travail de préparation pour que le projet soit accepté en fait, par les habitants. Avant de s'approprier l'espace, il faut le faire accepter. C'est ce qui s'est produit là avec les enfants qui ont beaucoup travaillé. On a travaillé avec les écoles, il y avait 4 écoles, les parents d'élèves, etc. Et puis des échanges. Et un autre système, nous avons loué des mètres cubes de Lego pour que les enfants fabriquent leur futur quartier. Et avec leurs parents, ils ont voulu étendre. Pour ceux qui connaissent Fécamp, vous avez l'abbatiale ici, et puis les éoliennes. Donc en fait, ils se sont étendus sur la ville, et ils ont fait une inauguration d'une immense maquette de Lego dans le gymnase, puisqu'elle couvrait l'ensemble du gymnase du Ramponneau, les enfants étant les guides pour ceux qui venaient voir cette prouesse. Alors, finalement, ces Legos-là ont permis aux générations de se retrouver, parce que les enfants ne connaissant pas forcément les échelles des bâtiments. Là, vous avez par exemple un très grand bâtiment que vous allez revoir après, avec ce petit jardin pédagogique et les arbres du parc. Eh bien, la question de l'échelle est toujours, pour des enfants, pas si simple. Donc les parents se sont prêtés au jeu, et les grands-parents aussi. Donc c'est une belle expérience, voilà. Et aussi pour la gestion à long terme, c'est-à-dire que chacun a participé à la construction quelque part du projet. Et aujourd'hui, les enfants, on peut dire qu'il n'y a plus de crottes de chien, il n'y a plus de papier qui traîne. Enfin, c'est assez rare que l'on trouve des choses dans l'espace public. Il y en a encore certainement, mais très peu par rapport à avant. Et les enfants ont beaucoup contribué auprès des adultes à travailler sur cette question. Le jardin pédagogique, en fait, est un clos qui est composé d'espaces pour les légumes, les plantes condimentaires, les fruits, les fleurs et un petit mur végétal. Mon idée a tourné autour de la question de la terre qu'on a abordée sous l'angle de la terre nourricière. Dans cet ensemble du Ramponneau, donc vous imaginez les tours, vous imaginez les grands bâtiments. La terre est bien loin, la campagne est bien loin, les potagers, il n'y en a pas, il n'y a rien du tout. Il y a beaucoup de minéral. Donc on a abordé la question de la terre nourricière, et puis on s'est dit, ben voilà, on va essayer de travailler dans un petit clos, un grand clos quand même,
et on va faire un abri pédagogique pour les écoles, pour accueillir les écoles, pour pouvoir semer des graines, pour pouvoir venir à une autre époque récolter, et puis un abri technique pour le jardinier. Le jardinier siège ici, et il organise non seulement ce jardin, mais aussi toute la partie de l'espace public liée au parc. Donc vu d'en haut, ça c'est au début de la réalisation de ce jardin clos, donc vous voyez ce qu'on appelle des préaux, donc des prés en hauteur, c'était un terme monacal, où les moines en fait cultivaient à hauteur pour ne pas se pencher, et en fait on réutilise un petit peu aujourd'hui ces choses-là pour faire en sorte que dans ces grands préaux linéaires on puisse planter. On met aussi quelques fruitiers ici, et puis quelques bacs pour mettre des fleurs. Alors les enfants étaient, complètement excités lorsqu'on a inauguré ce jardin, parce qu'ils avaient déjà participé en amont, et ils étaient très heureux de nous montrer les choses. Donc c'est un jardin qui est assez grand, qui demande de l'entretien, mais qui, avec le jardinier, ça se passe plutôt bien. Donc voilà une autre image d'ambiance. Et puis le parc. Alors, il a un peu vieilli. Ça, c'est une image qui a 4 ou 5 ans. Le parc, les arbres ont poussé. Voilà la fin du parc. Donc, il faut imaginer des arbres plus grands. Et les jets d'eau. Alors, les jets d'eau sont là pour animer le parc l'été, du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Et donc les enfants viennent là, alors ça marche l'après-midi, et c'est temporisé par le vent et par tout un système de jeux d'eau, tout simplement, qui bougent en fonction de différentes hauteurs et de différentes emprises, si je peux dire, dans l'espace. Une aire de jeu avec un pyracorde, etc. Et puis toute une promenade avec des gros granites qui viennent agrémenter en fait le rappel d'une carrière qui se situait là autrefois. Voilà. Bien sûr, les voies ont été revues avec des piétonniers, avec une végétalisation de l'ensemble. Alors, je vais aller assez vite sur la conclusion, mais on peut dire que c'est un renforcement des liens sociaux, c'est inévitable, avant, pendant et après le projet. Une diversité de publics qui favorise la mixité sociale, culturelle et générationnelle. Une participation des habitants et des familles à la construction de leur cadre de vie. Je vous ai parlé des Legos, des échanges de connaissances et d'expériences autour du jardin, etc. Un accompagnement de la ville, le développement de l'apprentissage des valeurs de la terre, de l'alimentation. Voilà. Franqueville, je vais aller assez vite sur Franqueville. On vient de voir un quartier ancien. À Franqueville, nous avons dû créer un quartier nouveau. Franqueville-Saint-Pierre, le quartier Galilée, qui a fait l'objet d'une étude globale, bien sûr, avec un urbaniste, paysagiste, et notre réponse au concours, c'est en fait ce croquis que j'ai fait au départ, qui, en fait, il faut imaginer que le terrain est un grand alvègue élargi qui donne sur le lycée Galilée, d'un côté, et la ville de l'autre. Et ce terrain, ce grand alvègue, inspire l'écoulement de l'eau, une fois de plus. L'eau nous suit partout. J'ai tout simplement proposé un projet qui tourne autour du chemin de l'eau et qui a en fait fabriqué, c'est le paysage qui a fabriqué les poches de construction dans ce projet. Donc vous voyez ici le chemin de l'eau qui traverse, et on a recomposé après toute une série à la fois de voies et de poches construites avec des cahiers des charges, avec des systèmes de prairies à ballons. Donc ça, ce sont des prairies tout simplement tondues, mais aussi pour servir de prairies à ballons, improvisées, et qui, vous le voyez, il y a une légère inflexion. L'eau vient de temps en temps ici, avec une toute petite passerelle qui passe là au milieu. Des allées sans bordure, donc les gens peuvent venir chez eux sans bordure, enfin sur des routes sans bordure, en béton, enfin vous connaissez les bordures. Voilà, c'est une simplicité de réponse. Voilà. Ici aussi, et le parcours de l'eau se fait de manière
géré de façon différenciée, avec tantôt de la pelouse, tantôt de l'herbe, comme vous le voyez là. Vous voyez ce fossé qui représente en fait le chemin de l'eau, avec des essences appropriées au lieu. Et puis là, je n'ai rien fait, c'est tout simplement comment le vent qui a apporté les graines ou les oiseaux, et voilà ce qui se passe. Alors ça, c'est un sujet parce qu'effectivement, les massettes sont des plantes envahissantes, donc il faut les arracher. C'est toute une gestion. En revanche, les iris, eux, trouvent bien leur place ici. Je vous montre aussi cette image pour vous montrer pour vous expliquer que la question du paysage pensé en premier permet d'intégrer le bâti en second. C'est-à-dire que l'enveloppe, à partir du moment où on a trouvé une thématique, quelle qu'elle soit, ici c'était l'eau et les structures en fait d'alignement, eh bien tout se déroule de manière assez facile, et les cahiers des charges qui viennent derrière, alors c'est un gros travail, il faut l'avouer, c'est un travail de titan parce qu'il faut suivre tout le monde, il faut suivre chaque permis de construire, et il faut que chaque permis paysager soit contrôlé pour que les gens respectent. Alors, au départ, ça paraît un peu un carcan anti-liberté, tout ce qu'on veut, parce que les gens nous disent toujours oui, mais il faut nous laisser libres et tout. Oui, effectivement, on peut les laisser libres, ce n'est pas la question. C'est de faire en sorte qu'on entre dans une certaine harmonie pour un quartier tout entier. Et finalement, quand on explique, ça fonctionne. Le Havre. Le Havre, les jardins suspendus. Une autre manière de répondre à la question de l'espace public, une volonté politique, une friche militaire classée au plan d'occupation des sols de l'époque, puisque c'était un POS comme espace naturel. Monsieur le maire donc a souhaité, avec son conseil, organiser un programme de concours sur l'idée de faire un lieu qui tourne autour de la plante, un lieu onirique pour les Havrais et pour les touristes. Onirique, c'est un mot qui correspond très bien à la plante. Le programme du concours était assez dense. Il fallait travailler d'abord sur une friche militaire, donc un espace contraint de 17 hectares, avec des murs, avec des anciennes casemates, avec des bastions, et puis un espace potentiellement miné. Donc compliqué au moment des travaux, en revanche intéressant comme sujet, même passionnant. Et nous nous sommes dit dans l'équipe au départ comment répondre. Le Havre, terre ouverte sur les océans, terre de découverte, avec des explorateurs qui sont partis du Havre, de Clieux, Entrecasteaux, Baudin, Le Sueur, tous ces gens qui étaient quelque part des locaux, ou M. de Beuzeville, par exemple, qui était de Beuzeville, à côté de Deauville, donc en face, de Pont-l'Évêque, pardon, et donc toute une histoire, en fait, qui tourne autour du passé du Havre sur le rapport aux terres lointaines. Et nous nous sommes dit, on pourrait évoquer tout simplement des paysages que Baudin, que Le Sueur, que Entrecasteaux, que tous les autres, Poivre et compagnie, ont découvert. Donc, on s'est tout simplement, notre réponse est très simple. C'est 4 bastions aménagés en jardin de plantes australes, jardin de plantes d'Asie orientale, jardin de plantes d'Amérique du Nord, jardin d'explorateurs contemporains pour faire honneur aux explorateurs contemporains qui partent encore de nos jours explorer les terres lointaines et ramènent encore des connaissances au pays sur des plantes qui ne sont pas encore connues. Et puis la partie centrale, bien sûr, réservée aux plantes de collection sous serre, donc tout ce qui est tropical. Donc tropical humide et tropical sec, avec l'Afrique, bien sûr, donc qui figure dans ces serres comme réponse de la plante au cœur de la ville et au cœur d'un programme important de gestion aussi. Et pour la gestion, j'avais demandé au maire du Havre d'embaucher 4 jardiniers botanistes
dès le début du projet pour pouvoir entretenir un tel projet. Donc il a accepté et nous avons eu la chance de pouvoir mener une étude, non seulement l'étude, mais la réalisation avec tous ces gens qui connaissent les plantes et qui peuvent les entretenir. Donc nous avions fait un programme, aujourd'hui on a atteint les 6000 taxons, donc c'est très important, hein, c'est devenu le jardin botanique premier jardin botanique du XXIe siècle pour les pays francophones, et qui tous les ans est suivi par le CCVS, donc qui contrôle en fait les collections, qui contrôle les plantes, tout est étiqueté, tout est suivi, de façon à ce que le jardin, si vous voulez, perdure dans un système à la fois de collection, mais aussi de bien-être, tout simplement. Les dessins d'origine, qui sont des perspectives, l'entrée du fort ancien, bien sûr, qui a été transformé. Voilà, on entre dans ce fort militaire. Et voilà, première image du jardin austral. Vous voyez à l'arrière-plan l'embouchure de la Seine, l'autre rive, et le port du Havre. Et ce jardin austral a été composé de façon à aborder genre, espèce. Très peu de variétés. Monsieur Ruffnack m'avait dit, faites en sorte que ça soit culturel, que les gens savent qu'un eucalyptus, on le trouve en Australie, qu'un cotonéaster se trouve en Asie, qu'un marronnier se trouve en Amérique, etc. Il avait insisté sur cette idée, bien sûr après le concours, mais il souhaitait vraiment que l'aspect culturel soit fort, tant du point de vue de la connaissance des plantes que du point de vue de l'usage des lieux pour la musique, pour les expositions, etc. Voilà une image de cordyline et de santoline, de Véronique, très variées, et des astélias qui sont des plantes plutôt de la montagne de Tasmanie, donc au sud de l'Australie, à 1000 mètres d'altitude à peu près. Il fallait faire attention à cette question de la rusticité des plantes pour le Havre. Utiliser des plantes d'Australie ou de Tasmanie, c'est bien, mais au bord de la mer, là-bas, il n'y gèle pas du tout. Il s'avère qu'au Havre, on peut avoir de la neige et on peut avoir du gel. Donc, on prend la strate, si vous voulez, alpine, que j'ai eu la chance de découvrir pour bien comprendre en fait l'écologie des lieux et pouvoir donner ce petit clin d'œil des paysages lointains. Les allées qui relient en fait les 4 jardins entre eux sont en pelouse compactée de cailloux et de terre, comme font les Anglais, tout simplement pour que le mélange terre-pierre soit vert quasiment toute l'année. L'été, bon, c'est un peu jaune, mais en général, ces allées tiennent bien. La partie Asie, donc vous voyez ici des vagues de cotonéaster que j'ai voulu travailler en vagues comme ça, avec quelques formes molles, pour évoquer aussi les petites montagnes de Chine et les collines. Et puis, nous mettons en valeur la plante elle-même, c'est-à-dire que très souvent, vous voyez les plantes enchevêtrées les unes dans les autres. Je trouve qu'on perd la connaissance de la plante lorsqu'on ne la voit pas complètement. L'idée, c'est vraiment de trouver un système, soit des plantes tapissantes, soit d'autres plantes qui peuvent être maîtrisées, comme vous voyez ici, mais que la plante devienne comme un personnage, en fait, et que ce personnage soit regardé comme une personne, tout simplement, et que vous découvrez cette plante dans sa splendeur. Et tout simplement, c'est une manière d'aborder aussi le végétal dans nos espaces. Petit espace en creux, dans la partie asiatique. Gestion différenciée, vous voyez apparaître ici la flore spontanée. Et là, c'est une allée tout simplement qui passe derrière. L'allée que vous avez vue auparavant passe en fait ici derrière, et vous avez tout un coussin en fait de marguerites et de graminées qui se répand comme ça ici. Le fauchage a lieu une fois par an seulement. L'intérêt, c'est que le jardin devient vivant, le végétal dans sa spontanéité vous apporte ces ondulations par le vent, vous apporte des couleurs, des lumières, et c'est ça aussi le monde végétal, c'est de pouvoir composer avec toutes ces diversités
au regard de l'entretien. Là, vous avez la cour intérieure qui a été composée de façon à rappeler tout simplement des lamelles vertes qui évoquent des planches de culture que nous faisions en pépinière autrefois. Et sous ces planches vertes, vous avez des grosses cuves d'eau qui, en fait, ont été placées pour collecter l'ensemble des eaux des serres. Et ces eaux sont pompées pour être utilisées dans l'arrosage des serres et l'arrosage des tapis verts. L'ensemble, alors là, vous voyez une vue vraiment très dépouillée de la cour intérieure, qui était une cour complètement bitumée. Donc en fait, c'est le négatif, si je peux dire, de la cour militaire d'autrefois, que j'ai transformée en cour verte. Et à l'arrière-plan, nous avons redessiné un petit peu les talus, de façon à bien marquer les promenades hautes et à poser de temps en temps, enfin à garder de temps en temps, quelques arbres issus de la friche militaire. Parce que tout cet espace, dès que nous l'avons abordé, c'était une friche impénétrable. Autre espace, on franchit là un espace de, comment vous dire, de chaos. C'est un chaos qui est issu des terres que nous ne pouvions pas évacuer. Nous avions dans ce programme un agenda 21 des 14 pistes à respecter. Donc vous avez les pistes liées à l'eau, à la terre, à l'utilisation des matériaux. Nous avons donc tout gardé sur place et on ne pouvait pas évacuer. Donc j'ai gardé ça pour en faire un jardin chaotique qui évoque en fait une explosion qui a eu lieu à cet endroit-là. Lorsque les Anglais ont attaqué le Havre, ils ont voulu prendre le fort aux Allemands et c'est à cet endroit-là même que 2 alvéoles ont été brisés, effondrés. Sous ces carrés fleuris, vous avez là 4 ou 5 petits blocos que nous avons engloutis, si je peux dire, par une terrasse verte pour en faire des jardins d'art et d'essai qui sont aussi gérés par les jardiniers des serres. Dans la gestion différenciée, voilà, vous voyez très bien, on tombe tout simplement les espaces de piétonniers et le reste, c'est la nature qui fait. La nature fait aussi ça. Vu de la passerelle qui franchit les 2 alvéoles effondrées, vous avez là un décor spontané. On le fauche une fois par an. Le jardin d'Amérique du Nord, très peu planté. On a aussi utilisé des bulbeuses comme les Camassia, qui sont des plantes des grandes plaines d'Amérique du Nord. Et là, vous voyez à nouveau la spontanéité des marguerites qui apparaît et qui crée un décor au printemps. Et ces carrés fleuris qui servent, en fait, j'ai dessiné ces carrés pour les jardiniers, dans le but qu'ils expérimentent leur, entre guillemets, fleurissement de la ville. Donc, en associant les vivaces et les plantes annuelles. Et chaque année, ils composent leur massif qu'ils construisent, enfin qu'ils plantent dans la ville, sur ces carrés d'art et d'essai. Alors la vue est imprenable, bien sûr, puisque c'est un promontoire qui donne sur la ville, et il a été rehaussé d'environ 5 ou 6 mètres en apportant des terres et des déblais que j'avais en trop pour engloutir à nouveau 2 gros blocos que nous avons repérés, bien sûr, et conservés, car il était impossible de les enlever. C'est toujours possible, mais c'était extrêmement onéreux, donc on a opté pour les effacer, si je peux dire, de la vue, pour en faire des jardins perchés qui donnent à voir sur la ville et le reste. C'est l'endroit le plus fréquenté, effectivement. D'autres ambiances, le jardin des explorateurs, vous voyez là une autre scène où on lit à chaque fois donc, les arbres maintenus qui ont été élagués, qui ont été travaillés. Ils faisaient partie de la friche, mais ils étaient là, donc c'était encore le déjà là qu'on a utilisé. Et le reste, ce sont des plantes des explorateurs contemporains. Plantés dans des petits... Il faut savoir que nous avons planté tout ça en 2008, donc ça fait 15 ans. Et c'était des petits godets. On a planté des petites plantes pour donner une grande chance de reprise, notamment en bord de mer, à cause des vents et des embruns. Et du coup, ça a fonctionné parce que le sol était bon,
le sol était suffisamment fort. Pour ceux qui ont connu la princesse Sturza à Varangeville, enfin Sainte-Marguerite, elle disait toujours 2 sous pour le sol, 1 sou pour la plante. Et c'est vrai que je vérifie souvent cette chose-là. Le sol est indispensable. La plante, même si elle est petite, si elle a un bon sol, elle s'en sort et elle fera des merveilles. Les serres ont été aménagées tantôt donc en espace de plantes humides, enfin de tropicales humides, des collections de bégonias et d'orchidées nationales. Et toutes ces serres ont été... je n'ai réalisé, moi, en termes de conception, que la partie africaine. Les parties tropicales humides ont été réservées aux jardiniers de la ville. Mon souhait était, dans le cadre des échanges que nous avions eus pendant l'étude, de faire en sorte que les jardiniers puissent faire leur projet, en fait, dans les serres. Donc ils ont fabriqué tout ce que vous voyez là d'une manière très professionnelle, très agréable. Là, je me suis bien amusé à placer les cactus dans ces espaces de collection mexicaine et africaine. Voilà. Donc, les jardins suspendus sont aussi des lieux de rencontre, avec des rendez-vous des plantes. Chaque semaine, les jardiniers accueillent les écoles, accueillent les adultes. Il y a des cours de jardinage. Et puis l'aspect culturel autre, le festival d'été au Havre qui a lieu ici, donc musique contemporaine et ancienne, au sein des jardins tout simplement. Les gradins sont naturels et tout s'est fait d'une manière assez simple. Et voilà. C'est l'occasion de se retrouver sur les grandes prairies. Port-Jérôme-sur-Seine, Bénédicte, je vais largement dépasser le... excusez-moi, hein, mais j'ai vu trop gros, je pense. Port-Jérôme-sur-Seine, ville nouvelle aussi. C'est un projet que j'ai réalisé en 1990, le parc de la vallée du Tellué. Le Tellué est un petit ruisseau qui court en fond de vallée, qui prend sa naissance ici, enfin sa source ici et qui va dans la Seine par là. La ville de Gravenchon est une ville très spéciale, hein, un petit village ancien qui tourne autour du parc que nous avons créé, avec une très belle église ancienne, en pierre, posée sur des gros pieux de chêne. La ville s'est étendue en fait entre cette voie départementale et le petit village. Donc c'est cette ville nouvelle, pas réussie du tout, mais c'est comme ça. Et là vous avez la zone lourde, ce qu'on appelle la zone lourde du raffinage de pétrole, et la Seine qui se situe par là. Bon, quelques dessins, je passe. Le parc du Tellué est un parc de 25 hectares qui devait prendre en compte en fait toutes les thématiques d'un sujet lié à l'écologie des lieux. Donc nous avons fait avec Olivier Lemoine, ingénieur écologue, un inventaire des milieux du projet, du parc en fait, du futur parc, pour faire naître une réponse. En fait, nous sommes posés dans tous les lieux traversés par le Tellué. Nous en avons fait un inventaire écologique et cet inventaire écologique nous a permis de répondre d'une façon, comment vous dire, équilibrée et capable de vivre longtemps pour l'ensemble des habitants et pour les gens qui veulent venir ici. Et voilà le petit graphique, et je vous avais dit tout à l'heure que je reviendrai sur la gestion différenciée, enfin cette petite coupe plutôt, qui vous montre tout simplement les niveaux d'entretien. Là, vous avez en fait 7 niveaux d'entretien qui commencent par une pelouse soignée, des franges herbeuses, un verger conservatoire qui est pâturé partiellement ou girobroyé 4 fois par an, une prairie fleurie, 2 fauches par an, une aulnaie, une peupleraie, une carissaie, une jonchaie, une chênaie, tout ça entretenu de manière sélective. Et puis on termine par le pâturage. Nous avions obtenu un prix, le prix national du paysage pour ce parc, parce qu'il
abordait la question de la gestion différenciée. Et évidemment, nous étions interrogés par les journalistes qui nous demandaient pourquoi on utilise des animaux. Des animaux ici dans un parc, ça fait agricole, ça fait agricole. Comme si le paysagiste ne devait pas exploiter cette question agricole qui, en fait partie de notre métier à part entière, ou presque. Je dis souvent que le maire et l'agriculteur sont les deux paysagistes de notre pays. Nous, on est entre deux et on compose, en fait, avec les maires et avec les agriculteurs pour créer des paysages. Et en fait, il a fallu expliquer tout ça pour, encore une fois, faire œuvre de pédagogie, parce qu'en fait, dans ce lieu, en plein milieu du parc, on découvre des animaux. Alors on peut être étonné, mais c'est comme ça. Ils ont l'avantage d'entretenir 6 hectares toute l'année. Parce que les bœufs d'Écosse, qui tiennent bien dans les milieux humides, ont cet avantage d'être costauds et de vivre l'hiver dehors. Ici, vous avez donc la petite église, le Tellué que nous avons retravaillé lui aussi un peu à la manière de la Fontenelle. Ici, vous aviez des fûts de déchets d'hydrocarbures et j'en passe, qui avaient été stockés, comme ça a été fait dans plein d'endroits autour de cette ville, parce que on a connu les époques où il n'existait pas de système d'élimination des déchets, et on enterrait les déchets là où on pouvait. Ici, il y en avait toute une partie, et donc on a recréé, on a purgé l'ensemble pour redonner vie à un lieu, un jardin nature en fait. Les eaux pluviales sont collectées dans tout ce parc et ça fait l'objet d'un petit jardin aquatique dans la partie la plus basse, avec des ambiances. Ici, c'est une ambiance automnale. Et là, vous voyez les prairies humides, les piétons qui traversent tout ce monde végétal, avec un petit observatoire pour les oiseaux. Ici, des graminées travaillées de façon très diversifiée, pour justement qu'à l'automne, vous ayez, que les gens aient un décor automnal, voire hivernal, très important et très vivant. Toujours le système de gestion, vous voyez, quelques arbres qui laissent passer les vues, donc des aulnes qui poussent très bien, des chênes qui poussent très bien, et puis tout simplement les traces d'un entretien qui correspond à une rusticité, tout simplement, d'un parc rustique. Et là, donc, vous découvrez une aulnaie. Dans l'aulnaie, nous avons dessiné ce petit passage, la mare pour les bœufs, et puis un verger conservatoire de 400 variétés de pommes différentes que nous avons greffées avec l'association pomologique de Normandie. Et puis, la typologie, j'allais l'oublier, paysagère du Pays de Caux, très typée, très marquée plutôt, par les mares, les haies bocagères, les talus, les fossés, les hêtraies. Ici, j'ai dessiné une hêtraie de 1,5 km en jeunes plants. Donc, c'était des toutes petites plantes il y a 25-30 ans qui maintenant créent une voûte paysagère. Voilà les pommiers. Et voilà des vues intéressantes. Vous voyez ici, c'est une prairie humide où les salicaires fleurissent l'été. C'est leur écologie. Vous avez ici quelques saules. Avec Olivier Lemoine, nous avions repéré quelques saules au bord de la rivière. Et nous avons amplifié en fait la saulaie en apportant des nouveaux saules pour justement créer ces décors-là. Sachant que certains sont laissés naturels, d'autres sont coupés en têtards pour rappeler aussi l'usage des saules dans la vannerie. Voilà les bœufs d'Écosse. Voilà les haies bocagères, les passages qui sont pas du tout réservés à quiconque. La voiture, évidemment, et les parkings sont intégrés de manière paysagère. Voilà d'autres fêtes qui ont lieu, la fête du patrimoine à l'automne. Et puis vers la ville, on a aussi poussé, parce que le ruisseau court jusque dans la ville et traverse la ville. Donc nous l'avons aussi travaillé sous forme d'un parc plutôt urbain. Voilà. Allouville-Bellefosse, c'est un village que beaucoup de gens connaissent par son chêne.
millénaire. Donc la question qui s'est posée, c'est comment, sur le très long terme, j'ai commencé ce travail il y a 30 ans, et j'y suis encore. C'est-à-dire que voilà ce qui résume notre travail. C'est cette vue aérienne avec une première tranche ici, autour de l'église, de la mairie, pardon. Une deuxième tranche autour de l'église. Une troisième tranche autour d'un petit quartier que nous avons fait autour d'une place. Une quatrième tranche sur les voies entrantes. Une cinquième tranche, etc. En fait, notre travail, c'est recoudre les espaces entre eux aussi, en ville comme à la campagne. Et le fait de commencer un projet comme ça autour de l'église donne envie, en fait. Et le fait de planter un décor dès le début, avec la présence du végétal dans tous les interstices possibles, permet, ou tout au moins enchante, tant les élus que les habitants, et ça nous booste pour nous, ça nous aide à continuer et à proposer des idées qui peuvent évoluer en fonction non seulement des usages dans la commune, mais aussi de l'urbanisation potentielle, parce que c'est souvent le cas. On a vu trop d'urbanisation satellite autour des villages, sans suture verte, sans paysage intérieur. Hein. Vous avez 4 bornes, on met une maison au milieu, une route, et puis c'est fini, chacun fait son jardin à sa manière. Voilà, mais c'est pour faire aussi un clin d'œil à ce que j'exposais sur Francville tout à l'heure, c'est que la question de planter le décor aide à l'urbanisation potentielle. Donc ici à Louville, donc le petit jardin au pied du chêne devait être plutôt réservé aux touristes, donc beaucoup de passages de gravier. Ici quelques carrés fleuris avec des plantes condimentaires. Et puis les entrées ont été revues dans la commune avec une part belle à la végétalisation. Vous voyez ici qu'on plante très fortement et on essaye d'installer les piétonniers à l'arrière-plan. Et ici, la question posée, c'était une prairie constructible. Alors le maire me dit comment est-ce qu'on peut arranger tout ça, enfin comment on peut créer un endroit sympa. J'ai établi un petit cahier des charges pour l'architecte, on a fait un mini concours, et finalement cette place s'est transformée en habitat d'une part et en maison médicale d'autre part, de ce côté, et habitat de l'autre côté, avec une architecture dont on avait choisi les couleurs des toits, sans que ce soit des maisons américaines qui s'étalent, avec des toits écrasés. L'architecte a choisi ce type de lucarne, bon voilà, très bien. Et nous avons installé une grande noue qui collecte les eaux de la place principale, laquelle place est agrémentée de haies taillées de hêtre ou de charme, je ne sais plus, pour isoler une fois de plus les voitures. La grande noue est franchie par 2 passerelles très simples, voilà, et des liaisons directes avec les maisons. Le Havre encore, le Jardin du Silence, c'est une commande privée. Donc Bénédicte m'avait dit, mais essayez de parler de commande privée. Donc, une commande privée assez originale, le Carmel du Havre. Les sœurs m'ont demandé de dessiner un jardin dans lequel on raconte un peu l'histoire de Sainte Thérèse d'Avila, qui disait que notre âme était un jardin et qu'il fallait cultiver notre âme comme un jardin. Et qu'il y avait 4 manières de cultiver notre âme, donc de cultiver notre jardin. Cette image, cette photo vous montre une noria, en fait c'est une sculpture faite par Chantal Giraud, plasticienne à Aix-en-Provence, qui a travaillé sur ce projet avec moi. Et aussi nous avons travaillé avec monsieur l'artisien pour ce qui est serrurerie, enfin ferronnerie, serrurerie, vous verrez. Le Jardin du Silence est donc sur les hauteurs du Havre, c'est tout petit. Voilà le Carmel, le cloître, son parc à l'arrière-plan,
la rue Félix-Faure qui était à peu près ici, et vous entrez dans une cour intérieure que nous avons redessinée et un tout petit jardin d'environ 500-600 mètres carrés. Et c'est là que j'ai dû m'exprimer. C'est la première fois que j'ai un programme de ce type, puisque les sœurs m'ont dit, voilà les écrits de Sainte Thérèse d'Avila, il faut nous faire un jardin. Donc j'ai travaillé un petit peu la question de ces écrits pour savoir comment ça se justifiait. Et nous avons réalisé plusieurs esquisses qui ont finalement pris corps. Voilà l'entrée avec cette ferronnerie en forme de végétaux, de raisins. Voilà le premier jardin, c'est celui-là d'abord, avant de passer l'autre, où la première partie du jardin, qui est un puits, qui évoque la première partie de la prière. En fait, Sainte Thérèse d'Avila disait que la prière est difficile pour rentrer en prière et qu'il faut aller chercher très en profondeur la méditation, la réflexion. Et du coup, nous avons traduit ça par une forme de puits tout simple avec un espace très sec, avec des plantes qui poussent dans les milieux secs. Et la deuxième partie, c'est la noria. Et la noria est exprimée par cette sculpture, qui est une roue à godet, en fait, qui remonte l'eau de très profondément, et qui, petit à petit, rend la prière plus facile. C'est une manière de l'exprimer par cette noria en sculpture. Les plantes que vous voyez là sont des mousses, sont des santolines, sont des yuccas, qui sont des plantes qui poussent dans les milieux secs et qui, par exemple ici, vous avez, au travers des dalles que j'ai mises ici, des dalles de calcaire, vous avez des plantes qui, en fait, poussent dans les joints pour montrer que voilà, la plante a des difficultés aussi, mais que c'est un ensemble. Voilà. Et puis, la prière est plus facile, donc c'est le canal, avec la source et l'eau qui s'écoule facilement. Et vous avez là le canal qui déverse l'eau dans une mare, une petite mare qui est carrée, en l'occurrence, pour le dessin du jardin. Et là, cette mare, en fait, est très luxuriante dans ses abords. Elle alimente l'eau. Et du coup, la prière se fait toute seule. Et le jardin de cette partie s'appelle la pluie, le jardin de la pluie, tout simplement parce qu'il n'y a plus rien à faire et que, en fait, selon Sainte Thérèse, c'est Dieu qui fait tout et ça pousse parce que la pluie tombe et parce que le jardin se pousse de manière très luxuriante, comme vous voyez ici. Donc on trouve des palmiers, il y a un bananier quelque part ici, des fougères, enfin c'est très abondant pour exprimer justement cette vision, cette manière de voir de Sœur Thérèse d'Avila. Le jardin japonais, je vais aller assez vite, commande privée du port autonome du Havre, qui, jumelé avec le port d'Osaka, a souhaité, dans le cadre de ces jumelages, faire un échange de bons procédés, un jardin au Havre et un musée du vin à Osaka. On entre dans ce jardin, il est installé sur une ancienne friche industrielle de toutes pièces, donc nous avons dû apporter la terre, la pierre, l'eau et les plantes. Les objets nous ont été offerts par le Japon. Donc vous avez là un tsukubai qui permet de se laver les mains avant la cérémonie du thé. Et puis le jardin est un lieu de méditation, mais en même temps qui évoque excusez-moi, je dis toujours évoque, c'est affreux, ça revient, il y a des mots comme ça. Tout simplement l'infiniment grand dans l'infiniment petit. L'infiniment petit fait 2000 mètres carrés. Et l'infiniment grand doit prendre en compte la montagne, les collines, la mer, les rivières et le monde végétal. Donc là, nous avons une source qui prend sa naissance à l'ouest. Elle est perchée à 3 mètres de hauteur et elle descend tranquillement. Elle se sépare en deux, la rivière mâle et la rivière femelle.
Et entre les deux, dans la symbolique, ça serait un peu long de vous expliquer toute la symbolique que j'ai dû mettre en œuvre dans ce projet. J'ai travaillé en binôme avec ma consoeur paysagiste du Palais Royal, du Palais Impérial de Tokyo, et on a travaillé de façon à ce que la symbolique entre les deux ports soit présente dans les traces du jardin, mais aussi que on arrive à faire rentrer, si je peux dire, la forêt, comme vous voyez là, c'est le cas, la forêt d'érable, plantée tout petit, là aussi, en 93. Et vous avez là donc la position des pierres que nous avons choisies dans la montagne du Cidobre à côté de Toulouse. On a choisi les pierres une par une pour les dessiner et ensuite retransposer nos dessins sur le terrain. Ça a été un travail, comment vous dire, un peu compliqué parce que refaire une rivière, enfin essayer de se rapprocher de la nature pour faire ce que vous voyez là, c'est pas simple parce qu'on met en jeu des formes, des positions. Il faut faire en sorte que la rivière s'écoule de manière à ce qu'elle se méandre d'une part, mais aussi que les angles ne soient pas trop anguleux parce qu'au Japon, on essaye d'adoucir les pierres pour les transformer la plupart du temps en ce qu'on appelle les pierres tortues, symbole de longévité. Et donc, tout ce travail a été fait de manière minutieuse par des croquis et par l'aide de gens qui dirigeaient les grues avec un fil pour poser chaque pierre. Et quand le croquis était bien arrêté, la pierre descendait, elle était posée définitivement pour obtenir un résultat qui est celui-là, donc avec les deux rivières, un petit pont en grès, dont des Japonais d'ailleurs, une vue depuis la partie haute, et vous voyez le clocher de Saint-Joseph, pour vous situer un petit peu le jardin japonais du Havre, il est à gauche en entrant dans l'axe principal, tout près du centre de commerce international, tout près du bassin de la Barre en fait. Alors vous avez l'océan Pacifique-Atlantique relié, le pont qui symbolise le jumelage, la plage du Havre, et puis toute la symbolique avec les arbres que nous tenons, puisque nous sommes sur 2000 m², et nous sommes obligés évidemment, comme au Japon, d'opérer pour des tailles annuelles, non, bisannuelles, tous les 2 ans, des jardiniers de Molévrier, du jardin botanique et japonais de Molévrier, en Anjou. Ces jardiniers viennent tailler ces arbres avec les jardiniers du port autonome. Les carpes koi, qui se plaisent beaucoup ici, elles se multiplient. Saint-Maurice-d'Étang, j'aurai bientôt fini. 99, énorme tempête. Madame Boudier, monsieur Boudier étant disparu, Madame Boudier étant la propriétaire du château de Saint-Maurice-d'Étang, dépitée après la tempête, mais pas tant que ça, puisque elle m'appelle en me disant, écoutez, on va retrousser nos manches et tous les êtres qui sont tombés dans tous les sens, les tilleuls, nous allons refaire le parc. Et donc nous avons refait le parc avec ses grandes allées et en même temps redessiné une partie qui est intéressante, l'ancien potager, sur lequel, qui donne à voir sur toute la vallée, vous voyez, et la Seine qui passe là au fond et la forêt de Bretonne à l'arrière, avec des vagues de buis et des descentes d'iris avec des couleurs différentes. Une petite terrasse de senteurs avec des rosiers et des lavandes. Et Auberville-la-Campagne, la Chênaie, un clos masure transformé plutôt en jardin, croquis, plantation de pommiers. Alors les propriétaires étaient très intéressés par les pommiers à fleurs. Donc on a pris le parti de travailler avec quelques pommiers et poiriers à fruits de fête, mais on a greffé avec M. Lemaître, un grand collectionneur de pommiers à fleurs à Lillebonne. Nous avons travaillé sur une diversité de couleurs avec ces pommiers à fleurs,
qui en fait recompose la cour de ferme. Et puis au centre, nous avons dessiné ce que j'appelle le tapis vert avec des petites allées de charme et des jardins de proximité. Et à l'arrière de la maison, un potager. Et je termine par les entrées de ville, puisque le végétal est un conducteur, si je peux dire, dans tous les territoires. Nous travaillons effectivement à la refonte des entrées de ville de plus en plus. Ici à Elbeuf, ici à Corbeil-Essonnes. Donc des réponses qui sont très variées. Mais en général, on essaie de faire en sorte que le piéton aussi ait son espace, le vélo quand c'est possible, bien sûr. Et puis le végétal est là pour tout relier. Ici, c'est à Dieppe, c'est pour vous montrer qu'il n'y en avait aucune possibilité d'évacuer l'eau pluviale. Donc nous avons organisé l'eau au centre avec une noue sur tout le boulevard qui, en fait, collecte ces eaux et les épure en partie. J'oubliais de dire que dans les milieux un peu pollués, que sont les routes, nous utilisons aussi de temps en temps des plantes épuratrices qui sont là pour capter justement le carbone. Voilà, j'ai dépassé de 3 quarts d'heure. Voilà, je pense que là, il est 20h, donc on va devoir s'arrêter là, même si effectivement, il y aurait matière à poursuivre l'échange. En tout cas, je remercie beaucoup aussi le public. Je vous remercie particulièrement aussi Monsieur Craquelin pour cette conférence. Et puis ça donne envie, si on ne connaît pas certains sur place, de certaines de ces réalisations, d'aller in situ les découvrir. Voilà, alors bonne fin de soirée et puis bonne future balade dans les différents parcs et jardins ou les promenades urbaines. Voilà, merci. Merci.